une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec MPB, la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. On vous a mis un lien dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez, et sur notre site vision.photo. Bonne écoute. Alors, c'est une photographie que j'ai prise en 2005, qui s'appelle Les Reines de Yonne. C'est une photographie qui est en plongée, qui est assez monochrome, qui représente une vingtaine de rennes, trentaine de rennes, qui sont agglutinées les uns aux autres, qui forment une sorte de vortex, de cercle. C'est une photo que j'ai prise dans un bateau, pendant une migration des rennes. Donc tout ça, ce sont des animaux sauvages et qui sont parqués le temps de la migration pour traverser un bras de mer pour aller sur une île où ils vont pouvoir passer l'été. Parce qu'en fait, ils pourraient se noyer. Ça arrive en fait que des éleveurs perdent un troupeau entier parce que c'est des animaux très grégaires et très peureux. Donc dans un mouvement de panique, ils peuvent justement faire un vortex comme ça, mais dans l'eau. Et voilà, il y a des milliers de rennes qui peuvent mourir d'un coup. Donc ils sont dans ce bateau. En fait, l'image que je fais, c'est donc une image de panique. Ils sont en train de paniquer parce qu'ils sont sauvages normalement. Ils sont dans la toundra librement et tout d'un coup, ils se retrouvent parqués dans des compartiments dans un bateau. Donc c'est un peu une image impossible que je suis en train de faire parce que c'est une image d'animaux sauvages. Donc on les voit jamais aussi près et on peut jamais vraiment les approcher sauf quand ils sont parqués. C'est aussi une des choses qui m'intéressait dans ce projet MAT, c'est qu'en fait c'est des communautés samis qui élèvent des animaux sauvages en fait. Et ça m'intéressait de voir ce rapport-là aux animaux sauvages. Donc cette photo, elle m'intéresse parce qu'elle est un peu impossible, parce qu'elle parle de ce monde sauvage justement, qui en l'occurrence ici est géré, est parqué. Elle m'intéresse aussi parce qu'elle a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que moi je sais que c'est des animaux en panique, qui n'ont pas l'habitude d'être parqués. Les spectateurs qui la voient, parfois ils sont très intrigués par cette photo, il y en a qui la trouvent magique, il y en a qui sont juste attirés par cette image qui peut avoir l'air un peu féerique parce qu'on a tout un imaginaire autour des rennes. Et quand je la montre à des éleveurs de rennes, eux ils regardent pas du tout la photo, ils regardent les oreilles des rennes et ils me demandent à chaque fois alors attends, à qui appartiennent ces rennes. Et donc ils regardent les oreilles parce que c'est le lieu où est marqué le renne. Sur l'oreille droite et l'oreille gauche, il y a des marquages traditionnels très précis en fait qui sont transmis de parents à enfants. Et donc voilà, les éleveurs eux, ils ne regardent que ça pour savoir à qui appartiennent ces rennes. Donc c'est différent au niveau de lecture aussi. Ils nous montrent qu'on regarde une photographie avec qui on est en fait, avec ce qu'on est. Et pour ça, je la trouve intéressante aussi. Je m'appelle Céline Clanet et je suis photographe. J'ai grandi dans les Alpes, dans une petite ville de la vallée chambérienne qui s'appelle Challes-les-Eaux. C'est une ville qui n'est pas vraiment la montagne et qui n'est pas vraiment la ville, qui est dans un entre-deux comme ça. J'ai grandi dans une famille plutôt modeste, où la culture, l'art, les arts visuels, la photographie n'existaient pas, enfin, n'avaient pas, ça, c'était pas leur truc. Et mon ouverture au monde, elle s'est faite par d'autres biais. Elle s'est faite d'abord par la télévision. Je regardais la télévision absolument tout le temps. On lisait pas de livres, mais on regardait beaucoup la télé.
J'ai découvert énormément de choses par la télévision, le cinéma, et puis beaucoup de documentaires animaliers que je ratais jamais. Et donc dans les années 80, les documentaires animaliers, c'était la savane et les mondes polaires. Donc c'est vraiment là qu'a commencé un peu ma fascination pour ces mondes-là. Puis j'avais la chance de vivre au pied d'une petite montagne qui s'appelait le Mont Saint-Michel, qui s'appelle toujours le Mont Saint-Michel, que j'allais parcourir pendant de longues heures seule, souvent avec mon chien. Et c'était des moments d'exploration qui pouvaient durer plusieurs heures. Des fois, ma mère s'inquiétait un peu de ne pas me voir revenir. Mais je pense que ça a joué aussi dans mon parcours, cette espèce d'exploration solitaire dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui traverse ma vie, en fait. J'ai mon bac. À l'adolescence, je découvre un peu vraiment la photographie par la manipulation, en fait. Je commence à bricoler. À l'époque, je vis chez ma grand-mère et dans le grenier, il y a un vieil agrandisseur qui date de Mathusalem, avec des vieilles chimies périmées et des boîtes de négatifs. Et en fait, je m'amuse à révéler ces vieux négatifs en bricolant avec des chimies que j'achète, tout ça. Et je suis fascinée par ces sortes de révélations du passé, en fait, que j'arrive à faire revivre, des négatifs qu'on n'a jamais vus, enfin, dont on n'avait jamais vu les tirages, en fait, qui se révèlent comme ça. Et je trouve ça... ça me quittera plus, en fait, la photo, à partir de là. J'ai besoin de partir loin et je pars à Londres où je vais travailler pendant 1 an. Je fais des ménages, je garde des enfants, je suis fille au pair dans plusieurs familles. C'est la première fois que je vais habiter dans une ville, donc avec une offre culturelle photographique qui est très importante. Et moi, j'ai une soif de ça très forte. Et je crois que l'année où j'y suis, je crois que c'est 1996, j'ai vu toutes les expos à Londres cette année-là, mais toutes les petites galeries, les grands musées, j'ai tout vu. J'avais une soif de ça. Je finissais mon travail et j'allais soit à des concerts, soit à des expos. Et c'est là que j'ai vu mes premières expositions de photographie. C'est vraiment là que je me suis confrontée à des tirages au mur, à des livres. C'était vraiment la première fois. Et je me souviens très bien avoir vu presque d'affilée 3 expos qui ne sont pas des photographes dont je me revendique. Enfin, d'ailleurs, je me revendique de personne, mais qui m'ont en tout cas marquée par leur liberté, en fait. Et donc, je me souviens, la première fois, je rentre à la Photographer's Gallery. Je vois des tirages pas très grands, monochromes, flous. Les photos représentent un seul sujet quasiment à chaque fois. Et c'est Dolores Mara, en fait. Je connais pas, bien sûr. Et je suis fascinée par cette manière de photographier, déjà faire du flou. Enfin, je trouve ça dingue. Et puis... comment procurer tellement d'émotions et de fragilité avec si peu dans les images, avec si peu de moyens. C'est des images fragiles. Enfin, je ressors de là en me disant « waouh, c'est incroyable ». Peu de temps après, je tombe sur une expo pareille, avec un regard qui n'a rien à voir, qui est celle d'un jeune étudiant qui cartonne, qui vient de sortir de l'école, qui est britannique, qui s'appelle Richard Billingham. Et cette exposition, elle s'appelle Raise a Laugh, donc ça veut dire sacré Ray. Ray, c'est son père, qui est alcoolique. Il photographie de manière très frontale et très candide sa famille. Il y a son père et sa mère qui sont alcooliques, son frère pareil. Chez lui, c'est sale, c'est vraiment cette Angleterre post-thatchérienne, voilà, dans la misère, quoi. Travaille pas, évidemment. Et cette manière de montrer sa vie, de montrer une pauvreté dont il pourrait avoir honte, par exemple. Il pourrait avoir honte de ses parents alcooliques et de cette misère. Et en fait, non. Il la montre de manière complètement frontale et avec beaucoup de tendresse aussi, beaucoup d'amour et de tendresse. Il y a cette photographie dingue où il y a sa mère qui est une femme qui prend pas soin d'elle, qui a des grosses mains, des gros bras, qui a pas de dents, et qui porte dans ses bras un petit chat avec un biberon, qui nourrit un tout petit chaton avec un biberon et qui sourit au photographe de son sourire édenté. Et ça me conforte dans l'idée que, vraiment, la photographie, c'est ça que je veux faire, quoi.
on peut faire tout ça, quoi, en photographie et bien plus. Donc, j'avais déjà dans l'idée de passer le concours de l'école d'Arles. Et je fais des allers-retours entre Londres et Arles. Je passe le concours et je l'ai. Donc, je m'installe à Arles pour 3 ans de photographie. Mon approche photographique, je dirais qu'elle est mouvante. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui est assez différent de ce que je faisais au tout début. J'avais ce besoin tout au départ de ma pratique de faire une photographie liée à la mémoire et à la trace. J'avais une écriture plutôt documentaire, en tout cas dans les codes du documentaire, donc frontal, au moyen format, voire au grand format, à la chambre. Donc. Et peu à peu, ça évolue vers une manière plutôt d'exploration. Explorer le monde, explorer les mondes, explorer des choses invisibles. On est moins dans la restitution d'une mémoire et plus dans la restitution d'une expérience en fait exploratoire du monde. Alors le livre, il a une grande place. Il a eu une place tout de suite. Mon premier travail, il a donné lieu à une édition chez Filigrane. Ça s'appelait Un mince vernis de réalité. C'était avec 3 autres amis photographes de l'école d'Arles. Donc Géraldine Lay, François de la Derrière et Geoffroy Mathieu. Et à partir de là, c'est vrai que tous mes travaux ont donné lieu à une édition. Donc je crois que j'en ai fait 6, 7, quelque chose comme ça, peut-être 8, 7, je sais plus. Et c'est très important, c'est plus important que les expositions pour moi, parce que ça permet de sceller en quelque sorte la manière dont je veux montrer le travail. Dans une exposition, c'est plus compliqué. Une exposition, ça doit être souple selon le lieu où on est. On ne montre pas toujours le nombre d'images qu'on veut, pas comme on veut. Les conditions, en fait, sont toujours de l'ordre de l'adaptation. Il faut toujours s'adapter, en fait. Et le livre, pour moi, il scelle pour de bon une manière de montrer le travail. Et puis le livre, il vit sa vie après, et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que là, mon premier livre, maintenant, il a 20 ans, en fait. Et on m'en reparle, jamais de la même manière, en plus, jamais par le même biais. Je l'ai trouvé, on me l'a offert. Et ça me plaît beaucoup, en fait, cette idée que le livre, il est lâché dans le monde comme ça, et il continue sa vie, et il revient à vous parfois comme un boomerang. Je trouve ça... Je trouve que c'est intéressant, quoi. Après Un mince vernis, qui est une série qui était assez brève en fait, qui fait 15 images, et que je montre plus justement cette série-là, mais il y avait déjà en fait quelque part les ingrédients de mes travaux suivants. Il y avait déjà l'Europe du Nord, il y a même un renne dans Un mince vernis de réalité, il y a déjà la forêt, il y a déjà des portraits de femmes, il y a tous ces ingrédients, et il y a même Michel Poivert dans le texte d'Un mince vernis de réalité qui parle que j'essaye d'établir un dialogue entre la femme et la nature. Donc c'est assez marrant parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment traverser tous mes travaux. Et c'est vrai que c'est comme si dans chaque série, il y avait déjà les ingrédients de la suivante. Et c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, je constate avec mes travaux. Et donc Maths, ça va être la première série qui va me demander en fait une grande préparation parce qu'il va y avoir une grande immersion. Et c'est quelque chose qui va un petit peu structurer tous mes projets. Ils vont être un petit peu structurés de la même manière. C'est-à-dire, je vais passer énormément de temps à les préparer et à me préparer. Et après, je vais aller m'immerger 3, 4, 5 ans dans le travail. Pour Maths, j'avais un intérêt pour les mondes polaires depuis toute petite. Et j'avais commencé à voyager, à aller marcher en Laponie, en fait, au début de mes 20 ans. Et il existait peu de travaux sur cette région à l'époque. Les gens avaient plein de clichés sur ce territoire, et les gens connaissent très mal en fait l'Arctique. Et même les Scandinaves qui vivent dans le sud connaissent très mal leur propre région arctique. Ça m'a toujours étonnée.
Et donc c'était vraiment un besoin d'aller là-bas pour ma propre expérience personnelle et puis aussi un besoin de raconter cet espace que je trouvais méconnu et incroyable, quoi. Donc je me suis vraiment préparée presque pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment. Je connaissais personne là-haut. Il a fallu aussi que je choisisse dans quelle Laponie j'allais aller. Donc je me suis concentrée sur la Laponie norvégienne, qui est la plus préservée. Donc pour rappeler un peu, la Laponie, c'est une sorte de région symbolique qui court sur les 4 pays du nord de l'Europe, donc Norvège, Suède, Finlande, Russie. Et vraiment la culture sami, donc on dit sami, on dit pas lapon, hein. Je rappelle vite fait. Donc la culture sami, là où elle est la plus préservée, c'est là où ils sont le plus nombreux et c'est là où ils ont les meilleurs outils politiques, un parlement un peu plus puissant qu'ailleurs. Et c'est donc en Norvège. Donc je savais qu'il fallait que j'aille en Norvège pour explorer ça. Et donc j'ai commencé à regarder des lieux. Alors c'est que des villes perdues au milieu de nulle part, des villages perdus au milieu de nulle part. Et je remarque qu'à Mats, au fil de mes lectures et des informations que je glane comme je peux, il y a un artiste qui s'appelle Trygve Lund Guttormsen, qui est un peintre qui est assez connu dans le monde sami, qui est assez âgé. Et je lui écris, je lui dis, est-ce que je peux venir à Matse? Est-ce que vous savez si je peux loger quelque part? Donc à l'époque, on s'écrit des lettres. Et puis il me répond, il me dit, oui, en fait, au-dessus de mon atelier, si vous voulez, je peux vous loger. Et donc on s'échange comme ça, il y a un échange épistolaire pendant plusieurs mois où je lui explique un petit peu ce qui m'intrigue dans ce monde. J'ai appris aussi l'histoire de Mats. Et Mats, c'est un village, un tout petit village, vraiment perdu dans la toundra, qui a vraiment une histoire particulière parce qu'il a failli être rayé de la carte à cause d'un barrage hydroélectrique à la fin des années 70. Donc c'est un peu un village sauvé des eaux, on va dire ça comme ça. En fait, à cette époque, les Norvégiens avaient fait un grand plan hydroélectrique et il y avait eu des grosses manifestations de la part du peuple sami et de la part de l'opinion publique. Ils n'étaient pas du tout d'accord, évidemment. Donc ça a donné lieu à des grosses manifestations à l'époque et à une sorte de réveil identitaire sami. Donc ils ont construit un barrage beaucoup plus loin que prévu qui finalement n'a pas à épargner Massi et à épargner les autres villages alentours. Malheureusement, des pâturages de rennes ont été engloutis. Mais Mats a été préservé et pas mal de gens qui avaient participé à ces manifestations à l'époque habitaient à Mats et étaient encore vivants. Donc du coup, ça donnait une espèce de village un peu d'irréductibles sami, comme ça, assez politisé, qui revendiquaient beaucoup leurs droits. Et Trygve faisait partie de ces gens-là. Et donc, voilà, je me suis préparée à aller à Mats et je voulais y aller longtemps. Et j'y suis allée longtemps. Le premier voyage a duré 3 mois et j'y suis retournée tous les ans. Il fallait que je parte en voiture parce qu'en fait, sur place, il n'y avait rien. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien du tout. Donc, je savais qu'il fallait que je parte en voiture, en fait, avec ma propre voiture. Moi, j'avais pas de fric, donc c'était très laborieux. Il a fallu que je passe mon permis, que j'achète une voiture. J'ai aussi appris le norvégien par la même occasion, enfin les bases en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Et puis après avoir échangé pas mal avec Trygve, un jour je lui ai dit écoute, décidons d'une date. Et il me dit voilà, tu peux venir à partir de telle date. Et puis j'ai pris ma voiture et je suis partie de Paris. Une chose importante, en fait, c'est que de voyager comme ça permet à son œil de s'habituer et de progressivement dompter le paysage et les nouvelles lumières. Parce qu'entre Paris et le fin fond de l'Arctique, c'est très très différent. En plus, moi, j'y allais à la fin de l'hiver et au début du printemps, donc les lumières n'avaient rien à voir avec celles de Paris, évidemment. Et le voyage pour aller là-haut dure 5 jours. Donc, en voiture, en tout cas, moi, j'ai mis 5 jours à chaque fois. Et donc, ça permet vraiment à l'œil de s'habituer. Et c'est une façon de voyager, en tout cas, qui est, pour un photographe, en tout cas, qui est intéressante parce qu'il y a vraiment une progression du paysage et de la lumière qui est importante.
Donc j'arrive à Maatse, donc Trygve est bien là, heureusement. Et il me présente en fait à ses fils, qui deviennent des amis proches. Tout le village, en fait, ses fils me présentent à ses cousins qui sont éleveurs de rennes. Et donc je commence à connaître tout le village et je commence à faire des portraits comme ça. Et très vite, je rencontre un petit peu ces personnalités dont je parlais, qui étaient politiquement très engagées. Et un des premiers portraits que je fais, c'est El Nana, qui est dans sa cuisine et qui me montre un écriteau qui dit « We come first », et qui veut dire, en fait, nous étions là les premiers, qui étaient les écriteaux qu'ils avaient utilisés pendant les manifestations contre le barrage d'Alta. Et donc voilà, je rencontre tous ces gens, je commence à partir avec des éleveurs de rennes aussi, dans la toundra. Et au départ, à Maatse, moi je ne sais pas ce que je veux faire en fait. Donc il y a un long moment comme ça, c'est pour ça aussi qu'il faut partir longtemps, enfin en tout cas que moi j'ai besoin de partir longtemps. C'est parce qu'il y a un grand moment d'errance photographique où je ne sais pas ce que je fais en fait. Je ne sais pas ce que je fous là. Et même malgré tous les préparatifs, malgré ces longs mois de préparation, où j'ai mis en branle, j'ai même rencontré des ethnologues en France. Je suis allée voir Christian Mériot à Bordeaux, qui était le grand spécialiste des Samis à l'époque, qui est décédé depuis. Donc voilà, j'ai toute ma vie à tourner autour de ça pendant des mois et des mois. J'ai saoulé tout le monde avec ça. Et une fois sur place, en fait, je sais pas ce que je fais là, quoi. Donc il y a une errance photographique et humaine et personnelle, en fait, où je cherche qu'est-ce qu'il faut que je dise sur cet endroit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire. Alors évidemment, j'évacue les images exotiques très rapidement, les aurores boréales, les troupeaux de rennes, tout ça, ça y est, et je les ai faites en fait, les cartes postales. Il faut les faire en fait pour les évacuer. Et puis peu à peu, à force de rencontrer les gens, à force aussi d'avoir ces longs moments d'interrogation solitaire où mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi ? Sachant qu'en plus, je voyais pas mes images. C'est un travail que j'ai fait en argentique, donc pendant 3 mois, je vois rien. Je dessine, d'ailleurs, j'ai un carnet où je dessine les photographies avec le souvenir que j'en ai. Je fais déjà une sorte de pré-editing en me disant, tiens, aujourd'hui, j'ai photographié ça, ça peut aller avec ça. Au retour, je rigole parce qu'il n'y en a aucune qui correspond à ce que j'ai dessiné. Donc, c'est complètement du fantasme, en fait, d'imaginer ces photographies. C'est toujours de l'ordre du fantasme. Mais voilà, je ne sais pas ce que je fais avec tout ça, mais peu à peu, au fil des rencontres, au fil des paysages que je fais, à force de rencontrer tous ces habitants, tous ces éleveurs de rennes, de passer beaucoup de temps dans la toundra avec les rennes aussi, je me rends compte que le rapport au temps qui passe, au temps de cette communauté, le rapport aux animaux, le rapport qu'ils ont au paysage aussi, c'est là-dessus que ça va se jouer. Et c'est ces images-là que je garde, en fait. Donc c'est vrai que dans ce travail, il y a beaucoup de gens qui contemplent, qui attendent. Et je ne les ai pas fait poser. C'était vraiment ça. Le temps est allongé en Arctique et dans ces communautés semi-nomades. Ils sont plus nomades, mais ils ont encore une manière de vivre qui peut être proche du nomadisme, puisqu'ils peuvent rester des semaines avec leur troupeau de rennes, même si en 3 heures de motoneige, ils sont à la maison. Pour pouvoir travailler avec le troupeau, ils sont obligés de rester parfois en migration, en période de migration intense. C'est vraiment très long. Mais en tout cas, ils ont comme ça des longs moments dans la toundra où ils restent à attendre que le troupeau bouge, parce qu'encore une fois, c'est des animaux sauvages. Donc eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu les diriger avec les motoneiges et les chiens. Mais en gros, c'est quand même les rennes qui décident là où ils vont pâturer, quoi. Mais il y a des images comme ça. Il y a ce portrait dans un gompi, ou plutôt dans une caravane, où on voit mon ami Simunailo, qui est éleveur, et Ante, qui est son cousin, qui sont assis comme ça sur la banquette. Je crois que Ante mâchouille de la viande de renne et Simunailo regarde en l'air. Il y a le chien en dessous, sous la petite table. Et on est resté 6 heures, comme ça. Donc à un moment donné, moi je suis allée faire un portrait et puis après je suis allée retourner discuter avec eux. Et les photographies se sont souvent faites comme ça, en fait. J'ai finalement très peu photographié et j'ai passé beaucoup de temps avec les gens, déjà logistiquement à se déplacer, à aller chez les uns les autres, à vivre avec eux aussi.
Et puis ces gens sont dans ma vie maintenant, donc c'est aussi passer du temps avec ses amis, tout simplement. Et donc le temps photographique était finalement assez court par rapport au temps de vie et au temps d'immersion avec tout le monde. Après avoir fait maths, donc j'ai fait un livre chez Photo Lucida. J'ai gagné un prix donc, qui m'a ouvert pas mal de portes pour le travail, notamment avec la presse américaine. Enfin, il s'est passé plein de choses super avec ce travail. Mais moi, j'avais toujours la Laponie en tête. J'avais beaucoup voyagé en plus de maths et j'avais vraiment beaucoup voyagé dans la Laponie scandinave, donc au nord de la Finlande et de la Suède. Et la Russie, la Laponie russe, je savais qu'elle était à part. Mes amis samis scandinaves ne la connaissaient pas. Et donc il y avait cette espèce d'attirance en fait pour cet endroit qui avait l'air complètement déglingué, complètement rock'n'roll quoi. Il n'y a pas que les samis en Laponie russe. Il y a donc la Laponie russe, c'est la péninsule de Kola en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus du cercle arctique, au nord-ouest de la Russie. Donc ça ressemble à une tête de cachalot. C'est une forme oblongue comme ça. Et c'est une péninsule où il y a des activités complètement antinomiques, quoi. Il y a la flotte du Nord. Donc tous les sous-marins russes, la majorité sont parqués dans des villes fermées, ce qu'on appelle des zato, des villes militaires russes, donc sur toute la côte nord de la péninsule, donc à l'accès interdit. Il y a aussi une énorme activité industrielle. Il y a le plus gros gisement de nickel, c'est dans la péninsule de Kola. Il y a de l'apatite, il y a ce genre de semi-précieux. D'ailleurs, les soviétiques ont appelé les villes comme les gisements, hein. Donc il y a la ville de nickel, il y a la ville d'apatite. Et il y a les samis qui essayent de survivre comme ils peuvent, parce qu'ils sont très peu nombreux, parce que les soviétiques les ont complètement acculturés. Ils parlent quasiment plus leur langue. Voilà. Tout ça dans un mouchoir de poche à l'échelle de la Russie. Et je me dis, il faut que j'y aille. Et là, pareil, je me prépare longuement. Donc là, c'est pas pareil, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un sur place. C'est un endroit qui est très militarisé, très industrialisé. Moi, je suis française, hein, je suis membre d'un pays de l'OTAN, donc c'est compliqué de se balader avec un trépied, un moyen format et de se poser sur un site industriel en Russie, c'est pas possible en fait. Enfin, tout est laborieux en Russie quand vous êtes photographe. Et d'autant plus dans un espace comme ça qui est assez tendu en fait. Donc j'ai besoin de quelqu'un avec moi, j'ai besoin d'une fixeuse qui sera Katia, qui est photographe à Mourmansk et que j'emploie à chaque fois, à chacun de mes voyages. Donc je vais y retourner pendant 5 ans là aussi, dans la péninsule de Kola. Et avec Katia, on va aller absolument partout où on peut aller. Dans les villes, on va accoster les gens, je vais faire des portraits des gens. J'ai vraiment envie de faire un portrait de cette péninsule. Il y a beaucoup plus de paysages que dans Maths, c'est parce que le paysage dans cet endroit post-soviétique, c'est un palimpseste de l'histoire du XXe siècle en fait. Il y a toute l'histoire des conflits du XXe siècle. Toutes les ruines de la Première Guerre, de la Grande Guerre patriotique, de la guerre froide. Les Russes ne nettoient rien, n'enlèvent rien et gardent leurs ruines. Et donc il y a ces images en fait de toutes les époques. Il faut savoir que Mourmansk, qui est la plus grosse ville de la péninsule et qui est la plus grosse ville de tout l'Arctique, c'est une ville qui a été construite pour la guerre. C'est la dernière ville de l'Empire russe. C'est une ville qui a été construite parce qu'elle est au bord de la mer qui n'est jamais gelée à cause du Gulf Stream. Donc ça permettait en fait l'approvisionnement des Alliés pendant les 2 premières guerres mondiales. Donc voilà, on a affaire à un lieu stratégique, militairement parlant, industriellement parlant. Et il y a les Samis au milieu de cette péninsule qui sont parqués dans la ville de Lavodzero, qui ne sont plus nomades, comme tous les Samis d'ailleurs, mais eux, ils n'ont même plus leurs reines, c'est-à-dire que les reines appartiennent encore aujourd'hui à des entreprises d'État. Et eux ne sont que les employés de ces entreprises, en fait. Et donc, il n'y a plus cet aspect culturel, comme je parlais au début, de par exemple marquer ses reines avec le dessin, aux oreilles, au couteau.
de ses parents. Là, on est très très loin de ça. Hein. C'est que des hommes qui travaillent avec les troupeaux de rennes. Donc voilà, on a affaire à un endroit qui est très altéré par la présence humaine, qui est magnétique aussi, parce que même si Mourmansk, c'est vraiment une ville très polluée, il y a 300 000 habitants au fin fond de l'Arctique, c'est complètement énorme en fait. C'est improbable d'habiter là. En fait, on ne devrait pas habiter là. Et malgré ces barres d'immeubles et malgré cette noirceur, quand vous arrivez à Mourmansk en hiver, c'est comme un diamant en fait, c'est une brille, ça brille de mille feux en fait. Donc il y a ça aussi dans mes photographies. Oui, j'ai une fascination évidente en fait pour ces lieux lointains, ces lieux isolés, cachés, secrets. Alors d'abord parce que je suis photographe et qu'une photographe c'est curieux. On est curieux de nature. Et donc j'ai une grande curiosité, surtout quand on cache des choses ou quand elles sont méconnues. Ça m'attire. J'ai l'impression, j'ai le sentiment aussi que dans tout ce qu'il y a de caché, d'inaccessible, d'isolé ou d'invisible, on touche toujours quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est dur à exprimer, mais il y a toujours une vérité qui n'existe pas ailleurs. Et je crois que c'est pour aller chercher ça aussi. Et oui, la nature, le monde naturel, c'est quelque chose qui est en moi et qui est une nécessité. C'est une nécessité d'y être déjà. Et c'est une nécessité de le montrer. C'est aussi simple que ça, en fait. Et peut-être, oui, qu'il y a une forme de militantisme à montrer ça, à montrer la manière dont on traite le monde naturel, bien ou pas, la manière dont on le gère ou pas. À quoi, par exemple, c'est vrai que la nature qui est montrée dans Mats et la nature qui est montrée dans Kola, c'est quelques centaines de kilomètres qui les séparent, en fait, à vol d'oiseau. Et pourtant, on voit bien que c'est absolument pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même manière d'habiter ces lieux-là. Alors, les îlots farouches, ça fait partie de la grande commande nationale portée par la BNF pour le photojournalisme. Quand moi j'ai vu cet appel, ça m'est venu tout de suite. J'ai pas cherché bien longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de travailler sur la France, puisque j'avais quand même déjà travaillé sur la France dans le cadre de commandes. Mais là, c'était autre chose, c'était un sujet que je pouvais choisir, que je pouvais proposer. Et donc, tout de suite m'est venue l'idée de me dire, mais la France, alors, en France, c'est quoi les endroits les plus sauvages ? À quoi ça ressemble ? Et qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ce sont les lieux en libre évolution. Donc pour résumer, la libre évolution, c'est ne rien faire, c'est-à-dire ne pas chasser, ne pas faire pousser, ne pas prendre, parfois même ne pas y être, ne pas gérer un espace et surtout ne pas en disposer. Et donc c'est ça la libre évolution, c'est ne pas disposer d'un paysage, d'un espace naturel qui est délimité, alors qui n'est jamais fermé, mais qui est délimité. Donc ça prend forme en France sous plein d'aspects, en fait. Il y a l'aspect national et public, donc il y a des réserves qui sont gérées par l'ONF dans les forêts, par les parcs nationaux, sous forme de réserve intégrale. En France, toute la libre évolution, ça finit en forêt. Hein. On est dans un milieu tempéré, donc dans mes photographies, il n'y a que des forêts, parce que la libre évolution, en France, ça n'est que des forêts. Donc il y a les parcs nationaux qui ont toujours pas toujours, il n'y en a que 4 en France, hein, qui ont une réserve intégrale absolument interdite d'accès. L'ONF aussi, donc il y a des réserves biologiques intégrales. Et puis il y a toutes ces associations que moi j'ai découvertes avec ce projet, qui rachètent des espaces, alors à coût de millions d'euros parfois, hein, avec des appels participatifs citoyens, où là c'est un véritable engagement politique, qui est vraiment admirable, et où eux, c'est pas pour l'exploration scientifique comme
l'ONF et les parcs nationaux. Eux, c'est vraiment par militantisme, en fait. Et donc, moi, je vais aller voir tous ces gens-là et surtout tous ces lieux-là. Et donc, c'est un travail qui est composé de beaucoup de paysages, de beaucoup de paysages forestiers, qui peuvent paraître assez chaotiques. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de les rendre les plus intelligibles possibles, mais c'est vrai que c'était un peu le challenge, quoi. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une forêt en libre évolution, c'est le foutoir, quoi. Il y a des arbres morts au sol, puisque l'idée de la libre évolution, c'est de ne rien faire. Donc les arbres vont, au bout de leur cycle, s'effondrer, et ça donne des forêts normales, c'est-à-dire des forêts avec beaucoup d'arbres morts qui pourrissent au sol. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait ces gros plans, par exemple, d'arbres en métamorphose, de souches en métamorphose, parce que c'est là que vont apparaître et dont vont dépendre des espèces qu'il n'y a pas dans les forêts gérées. Donc que ce soit des champignons, des bactéries, des oiseaux, des insectes, des arthropodes, qui vont dépendre de cet arbre mort. Et on le voit en fait sur ces souches, qu'il y a une vie en métamorphose dans la forêt, quoi. Cette commande, en fait, demandait, pour faire partie de la collection de la BNF, donc physique, de donner 10 tirages, en plus du travail sous forme numérique. Et donc, il fallait choisir 10 photographies. Moi, ma série, elle fait, je crois, entre 50 et 60 photographies. Donc, évidemment, c'était pas facile. Il y a 19 réserves. Moi, je suis allée dans 19 réserves, donc c'était pas évident de faire un choix. J'ai essayé de faire qu'il y ait quand même une présence humaine, parce que même si elles sont interdites et si c'est pour la plupart, si elles sont interdites d'accès, il y a quand même des scientifiques et des naturalistes qui vont justement dans ces réserves pour observer ce qui s'y passe. Il y a aussi, par exemple, un portrait d'un homme qui s'appelle Christian Petit, qui, lui, en sauvage carrément un espace depuis 40 ans. Et puis, il a la gueule de sa réserve, en fait. Il a une grosse barbe, il a un aspect un peu sauvage comme ça. Il était extraordinaire, cet homme. J'ai passé 2-3 jours avec lui. Et donc j'ai mis son portrait parce que moi je trouvais qu'il ressemblait à sa réserve. Et puis j'ai essayé de donner un visage un petit peu à ces espaces en alternant les paysages, les détails. Mais à 10 images, oui, c'était pas facile. J'ai la chance d'avoir eu des commandes où on m'a laissé plus ou moins carte blanche. Ground Noise est un exemple, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une commande de paysage que me fait l'établissement de Paris-Saclay sur le territoire de Paris-Saclay. Il se trouve que ce territoire ne m'intéresse pas du tout. C'est un ensemble de campus, c'est extrêmement bétonné. Il n'y a que des centres de recherche et des universités dans l'espace qui est dans le cadre de la commande. Et il y a des espaces un peu plus sauvages qui, eux, m'intéressent. Et le travail va commencer comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais m'immerger dans ces petites forêts protégées qu'il y a sur le plateau de Saclay. Je vais me mettre en relation avec l'INRAE, qui a joué en Josas, donc sur le plateau de Saclay aussi, pour pouvoir utiliser leur microscope électronique à balayage. Parce que j'ai dans l'idée, en fait, de faire J'ai un besoin, en fait, après les îlots farouches, je veux rester en forêt. Ce travail, d'ailleurs, Ground Noise, commence pendant le confinement. Donc, de toute façon, je ne peux pas beaucoup voyager. La forêt est là, partout en France, donc ça, je peux y aller. Et j'ai vraiment ce besoin de me plonger, vraiment de m'enfoncer dans le paysage de la forêt. De m'enfoncer dans le paysage tout court, en fait. Et c'est littéralement ce que je fais, parce qu'en fait, je vais commencer à ramasser en plus de mes images que je fais en forêt au moyen format, en noir et blanc, je vais commencer à ramasser des échantillons, des éléments de la terre. Je vais commencer à ramasser des choses que je trouve derrière les écorces d'arbres. Je vais vraiment avoir ce mouvement de vraiment m'enfoncer dans la terre.
Et j'ai envie de faire une sorte de paysage intime de la forêt, en fait. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Enfin, je commence à faire des photographies, à ramasser des choses, j'en parle à l'INRAE, ils m'accueillent. Et je commence à utiliser le microscope électronique à balayage parce que c'est une technologie que j'avais repérée depuis un bon moment déjà. C'est une technologie qui est topographique, c'est-à-dire que ça permet de voir vraiment de très petits éléments, ça peut aller jusqu'à la bactérie, hein, mais uniquement en surface, comme la photographie en fait. Ça permet de voir la surface du monde, tout petit, aussi petit soit-il en fait, hein. Donc je commence à apporter des échantillons. On est avec un microbiologiste qui est le microscopiste, le pilote de ce MEB, qui est un gros appareil en fait dans une salle blanche dans lequel on peut mettre que de toutes petites choses qui sont vraiment qui font quelques millimètres, que je prépare au préalable, hein. Donc je vais faire plusieurs séances comme ça, où je vais arriver avec des échantillons que j'ai préparés chez moi sous ma binoculaire pendant des heures et des heures. C'est ça le plus long du travail en fait. Ça va être de sélectionner tout ce que j'ai ramassé, de le mettre sur des tout petits cercles en carbone conducteurs, autocollants, qui permettent de fixer les éléments, et puis après d'aller à l'INRAE avec tous mes petits trésors et de les regarder au microscope. Alors ce microscope, donc il regarde en surface, et ne regarde pas comme un appareil, c'est-à-dire il n'y a pas de système optique, il n'y a pas de lumière. C'est dans le noir, en fait. Donc on met ça dans une espèce de je sais pas comment vous dire, ça ressemble à un grand agrandisseur, en fait, c'est marrant. On le met dans un petit tiroir comme ça, qui va faire le vide, qui va faire le noir, qui va injecter du froid pour que plus rien ne bouge. Et là, ça va envoyer de l'électron, un faisceau d'électrons qui va scanner la matière, qui va renvoyer le signal à un ordinateur et qui va créer une image, et qui est une image éminemment photographique. Et c'est ça qui m'attirait aussi dans cette technologie, c'est que ça ressemble à de la photographie, à s'y méprendre. C'est en noir et blanc uniquement. Et ça va me permettre de mélanger justement, parce que ça m'intéresse pas de ne faire que des micrographies. Je veux pouvoir les mélanger à mes photographies. Je veux qu'on s'y perde en fait. Je veux qu'il y ait ces allers-retours entre l'invisible et le visible, et qu'on sente qu'on est dans le même endroit, hein. Et que toutes mes photographies, même si je les ai faites dans plein de forêts en France, peu importe, dans des forêts tout à fait banales d'ailleurs, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas comme dans les îlots farouches où là c'était des forêts exceptionnelles. Là pour le coup je vais dans des forêts, je vais au bois de Vincennes, je vais dans des forêts quand des amis ont des maisons de vacances, hop, j'en profite pour aller dans la forêt d'à côté, photographier, ramasser des éléments. Et donc même les éléments que je mets sous l'agrandisseur, c'est tout à fait banal, hein. C'est des œufs d'araignée, c'est des moucherons, c'est des choses que je trouve beaucoup dans les toiles d'araignée. Je vole beaucoup d'éléments aux araignées. Et donc j'ai vraiment dans l'idée que tout ça ne fasse qu'un en fait. Voilà, qu'on se perde, mais qu'on comprenne bien, qu'on se perde dans quelque chose qui n'est que le même monde, même si ces deux mondes sont du visible et de l'invisible, c'est le même monde, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est de créer un lien. C'est ce que j'essaye de faire dans Ground Noise. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire aussi dans tous mes travaux. C'est de créer un lien entre les photographies, de créer un lien entre les portraits et les paysages, de faire du lien, en fait. C'est vrai que Ground Noise se présente un peu comme une rupture. Enfin, les gens souvent me disent « Oh là là, c'est tellement différent de ce que tu as fait avant ». Moi, j'y ai pas réfléchi. En fait, c'est vrai que chaque travail, en fait, moi, je le trouve assez différent de celui d'avant. Alors, il se trouve que jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était en couleur, même si mes tout débuts de photographie sont en noir et blanc. Vous ne les verrez jamais, mais c'était en noir et blanc. Mais après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de couleurs. La couleur était une révélation. Mais chaque travail, en fait, si vous regardez bien, il ressemble pas vraiment à celui d'avant. Et Ground Noise, le noir et blanc, il s'est imposé aussi parce que la technologie était en noir et blanc. Et puis parce que il y avait quelque chose de très primitif dans ce que je photographiais qui correspondait aussi au noir et blanc. Donc c'est vrai que ça marque une espèce de rupture, mais en même temps, moi, j'ai photographié que ce que j'avais sous les yeux. Enfin, il y a peu d'artifices, en fait, étonnamment. Le seul artifice peut-être, c'est d'avoir ramené de la lumière en forêt. C'est-à-dire que non seulement le microscope, il a influencé la tonalité, donc le noir et blanc, mais il a aussi influencé ma manière de gérer la lumière. C'est-à-dire que les électrons,
quand ils sont coincés dans une toile d'araignée ou dans les ailes un petit peu. On voit souvent ça dans mes micrographies, dans Ground Noise. Il y a cette espèce d'effet de lumière comme ça, dans les ailes des papillons, sous les ailes de certains insectes, dans le mycélium aussi. Parce qu'en fait, c'est un effet de charge. Les électrons sont coincés dans la matière et ils forment une espèce de charge comme ça qui ressemble à de la lumière et qui n'en est pas. C'est pas du tout des photons. Et en fait, cette lumière, elle ressemblait presque à une lumière de studio. Elle mettait comme ça un point fort sur un élément de l'image. Et je me suis dit, mais je vais essayer en forêt, je vais essayer de faire ça pour que les images se mélangent encore mieux après. Et donc, j'ai amené des éclairages en forêt et j'ai commencé à éclairer des souches, des branches, le sol. Et donc, il y a cette continuité, en fait. Mais que j'ai pas vraiment choisi quelque part, en fait. Oui, j'avais choisi le microscope, et puis le microscope, il m'a fait un autre travail en noir et blanc, puis après, il m'a inspiré pour la lumière, mais d'emblée, je me suis pas dit, je vais faire une série comme ça, en noir et blanc, avec ces lumières-là. Et en fait, moi, j'ai l'impression que je sais pas pour les autres photographes, mais je suis sûre qu'ils seront d'accord. Le regard, il se fait en photographiant. C'est-à-dire que on a une idée de ce qu'on veut faire, comme en Laponie. Je veux dire, j'ai plein de présupposés avant d'aller en Laponie. Je veux faire telle photo. Et puis c'est au fil du temps qu'en fait mon regard me dit, mais non, c'est pas ça qui est important, c'est ça. Ça va être ce rapport-là de ces gens-là à leur territoire, etc. Et là, c'est pareil pour Ground Noise, en fait. Je me dis, j'ai envie de faire quelque chose d'intime sur la forêt. Et puis, en fait, la forme va se faire au fil de l'expérience. C'est vraiment en photographiant qu'on sait pourquoi on photographie un lieu, en fait. Un ground noise, en fait, c'est une interférence. C'est un bruit, en fait, une sorte de vibration non désirée qu'on trouve dans un système électrique, quand il y a ce qu'on appelle une boucle de masse. Donc en gros, quand le signal n'arrive pas à s'échapper dans le circuit. Et je trouvais que ce titre, il était intéressant parce qu'il était au croisement de plein de choses qui concernent ce travail. Voilà, un ground noise, c'est pas désiré. C'est un vrombissement comme ça, un buzz qui est pas désiré. Et dans ground noise, c'est majoritairement des arthropodes que j'ai micrographiés. Et eux non plus ne sont pas désirés. Quand vous avez chez vous un arthropode, un insecte, vous souhaitez vous en débarrasser. Le bruit d'un insecte qui vrombit, le vrombissement autour d'une lampe, vous voulez l'arrêter. Donc c'est quelque chose de pas désiré en fait. C'est vrai que ces arthropodes, ils sont essentiels, et pourtant on les aime pas trop. Et pourtant ils sont des milliards de milliards en fait. Ils sont ce bruit invisible sous nos pieds, au-dessus de nos têtes. Et c'était aussi de ça dont j'avais envie de parler dans Ground Noise, c'est de ce foisonnement, de ce ground noise qu'on n'entend pas, qu'on veut pas entendre. Le son a pas vraiment de place dans mon travail. Moi, j'espère que mes photographies procurent un moment de silence, en tout cas. Ouais. Le silence a une place. Déjà, le silence, je vais le chercher, vraiment, en allant dans ces endroits, même au fin fond de la forêt. Moi, j'ai besoin de silence pour travailler. J'aime le silence que me procurent certaines œuvres qui ne sont pas les miennes. Et en général, plus elles me procurent de silence et plus elles s'impriment en moi, Mais la musique, le rythme, c'est vrai qu'il y a une analogie, en fait, en tout cas, par exemple, quand je construis un livre ou quand je fais un editing ou un chemin de fer, il y a l'idée du rythme. Et je me suis souvent prise soit à fredonner ou soit à taper le rythme, en fait, quand je fais un editing, quand je fais un chemin de fer pour un travail, c'est marrant. Mais il y a la même chose, en fait. Il y a des moments faibles et des moments forts, des moments rapides et des moments plus lents, des aigus, des graves.
il y a ça aussi quand on construit un travail photographique et quand on sélectionne ces photographies à la fin, ça joue des mêmes instruments, quoi. C'est vraiment très similaire pour moi. Pourquoi je photographie ? C'est pas facile parce que je pense qu'il y a plein de raisons et que les raisons changent au fil du temps. Je photographie pas pour la même raison, que j'ai pas les mêmes besoins et j'ai pas les mêmes obsessions qu'au début. Mais en fait, je crois que je photographie pour agrandir mon monde. Parce que c'est ce que j'ai comme sensation quand je vois d'autres photographies. Un peu comme ces photographes dont je te parlais au tout début. Ils m'ont vraiment agrandi le monde, même s'ils n'ont pas influencé mon écriture à proprement parler, hein, mais ils m'ont agrandi le monde, quoi. Et j'ai l'impression que quand je photographie aussi, j'agrandis mon monde. Et je crois que c'est tout simplement ça. Moi, je suis pas inquiète du tout. En tout cas, moi, je vais continuer d'explorer, je pense, d'explorer le monde naturel et le monde animal. Là, je suis en train de travailler sur une dernière série que j'ai fait en Occitanie sur l'ours fantôme. Donc, je travaille là-dessus et je pense que pour un bon moment, je vais être dans ces problématiques du monde naturel et ça, parce que ça m'anime, parce que j'en ai besoin, puis parce que ça me paraît depuis toujours totalement essentiel. Donc moi, je sais que je vais continuer là-dedans. Le futur de la photographie, je ne suis pas inquiète non plus. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Moi, c'est un peu loin de moi. Je m'en préoccupe pas trop. J'ai la chance de pas vivre, par exemple, de la photographie d'illustration. Je pense qu'eux, ils doivent revoir totalement leur travail. Moi, je fais confiance à la photographie, en fait. Je fais confiance à cet outil très puissant qui permet d'arrêter un espace dans le temps ou un temps dans un espace. Et je pense que cette puissance-là ne peut pas être remplacée, en fait. Et ouais, j'ai confiance dans la photographie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes de podcast, de Spotify en passant par Deezer, Apple Podcast et nos actualités sur notre site vision.photo, sur notre Instagram @podcastvision. Si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis, ça nous aide aussi beaucoup. À très vite pour parler de photographie.